Bienvenue à ce tout nouvel épisode au podcast Le poids de la nuance, où est-ce qu'aujourd'hui, on va parler des caractéristiques qu'on a remarquées que les gens avaient lorsqu'ils réussissaient leur processus de transformation physique, que ce soit en perte de gras ou en prise de masse. Ce sont des traits qui sont assez communs, puis c'est vraiment des choses qui, pour nous, sont des signes avant-gardistes, de certaine manière, qu'on voit en avance si la personne va avoir davantage de succès ou va avoir certains défis au cours du processus. Alors, sur ce, on vous les partage. Premier point qu'on a tendance à vraiment remarquer chez nos clients, c'est l'ouverture d'esprit, puis en même temps, être prêt à changer. En fait, vouloir changer, être prêt à changer. On va commencer, mettons, plus par le volet ouverture d'esprit, parce que je trouve que c'est souvent le plus important. Les gens ont tendance, évidemment, puis là, je vais donner des tendances générales, je vise personne, mais mettons, moi, j'aimerais juste qu'on change mon entraînement parce que je mange déjà bien. Ça va déjà bien, puis moi, je veux pas changer ça parce que ça va bien. Mais ça, c'est souvent un mindset qui vient contre-productif un petit peu parce que clairement, si tu viens voir un coach, tu as des questions, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, évidemment. Puis souvent, encore une fois, si tu vas voir un coach, c'est peut-être parce que tu n'as pas les connaissances de le faire toi-même actuellement. Ça a du sens. Mais alors là, c'est important d'être ouvert d'esprit puis ouvert à ce que ce coach-là peut te proposer parce qu'évidemment, probablement qu'il y a la solution. Fait que ça peut être intéressant de justement être en mesure de faire confiance au coach, d'être d'accord d'essayer des nouvelles choses parce que souvent, essayer des nouvelles choses peut peut-être amener à des résultats que tu pensais pas possibles. Ouais. Fait que ouverture d'esprit, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur ça, mais tu sais, moi, c'est souvent ça que je remarque. Puis l'ouverture d'esprit aussi, parfois, c'est pas qu'on est fermé nécessairement. C'est qu'on a des perceptions qui peuvent être fausses. Une des choses qui arrive souvent, c'est de dire « Ah, mais je bouge déjà beaucoup. Ou « Ah, mais je mange déjà bien. » Ah. Fait que ça crée quand même déjà une barrière au début parce que tu dis « Ah ben moi tu sais, je mange déjà bien, fait que je serais pas prêt nécessairement à changer ça parce que je sais que c'est bien, mais je veux quand même perdre un 40 livres. Mais je veux quand même prendre 20 livres de masse musculaire. » Et c'est là qui fait que, OK, direct quand quelqu'un vient nous voir et nous dit « Ah, moi je mange déjà bien », ça fait qu'on a déjà une résistance parce que la personne elle va pas vouloir avoir tendance à réévaluer sa nutrition. Moi, souvent, qu'est-ce que je dis dans ces contextes-là, puis même toi, c'est que c'est pas nécessairement qu'une personne mange mal, c'est qu'une personne ne mange pas adapté à ses objectifs ou à sa réalité ou à son contexte. Donc, ça, c'est des formes aussi de fermeture d'esprit qui, c'est pas nécessairement tu dis « je veux pas ton avis » parce que tu viens quand même essayer de nous voir, mais il faut être prêt à changer des choses qu'on croyait bonnes qui sont peut-être fausses ou améliorer encore plus des choses, des changements qu'on a déjà fait par nous-mêmes. Donc ça, c'est super important, puis c'est la même chose aussi. Ça, c'est plus le volet nutrition, mais c'est la même chose aussi quand on parle d'entraînement. Puis ça arrive beaucoup dans un contexte un peu plus de prise de masse musculaire où est-ce que les gens sont comme « moi, je veux juste la nutrition parce que je sais m'entraîner ». Mais savoir s'entraîner, c'est tout à l'honneur. Par contre, il y a tellement de choses à savoir que même nous, on en apprend encore tous les jours, que si tu viens nous voir et tu nous dis « moi, je sais déjà comment m'entraîner, c'est facile », ben là, nous, dans notre tête, on se dit « OK, il y a plein de choses qu'on sait que cette personne a des chances qui ne sache pas, qui pourraient peut-être lui amener des nouveaux résultats. » Puis à faire toujours la même chose aussi, on arrive au même résultat. Donc, c'est pour ça qu'être ouvert au changement, c'est primordial. Puis surtout, ça me fait penser, là, la prise de masse, tu sais, t'es un petit peu comme fixé avec tes croyances de toi. Les croyances que tu as de toi-même, c'est correct. Mais tu sais, mettons, les gens arrivent, ils vont me dire « je mange déjà beaucoup ». Je mange déjà beaucoup. Puis là, je suis comme « OK ». Puis là, je pose plus de questions. Je suis comme « fait que dans le fond, ton poids, il augmente ». Tu es en mesure de prendre la masse d'abord si tu manges beaucoup. Là, la personne me dit « non, ça bouge pas, même des fois, j'en perds ». Je suis comme, ben, c'est parce que tu manges pas assez. Ouais. Fait que là, ça devient challengeant. Fait qu'il faut que tu sois ouvert à recevoir ce genre de commentaires-là, puis essayer de comprendre quelle est la problématique si tu veux être en mesure de la régler. Fait que ça, c'est super intéressant pour ça. Puis l'autre volet de ce point-là, ça reste aussi, il faut que tu sois prêt à changer aussi. Puis des fois, puis évidemment, je pense que tout objectif est valable. Ça, j'aime ça le mentionner. Même si tu veux, je sais pas, faire grossir tes biceps de 1 inch pour la plage d'Oka le vendredi soir, il n'y a pas de problème. Sauf qu'il faut que tu sois prêt à changer, puis plus que c'est quelque chose qui est important à tes yeux, plus que tu as tendance à avoir la motivation intrinsèque de le changer. C'est sûr que si tu me dis, je sais pas, j'aimerais ça, mettons, avoir encore une fois 2 pouces de plus de bras parce que ça me tente. Ça sera le fun. Mais sans plus, bien, il y a des bonnes chances que tu sois moins motivé que quelqu'un qui, évidemment, se retrouve dans une situation de surpoids puis qui est plus à l'aise dans son corps, qui a de la misère à attacher ses souliers depuis un petit bout, qui sent sa santé dépérir. Bien, clairement, il y a un des deux qui va être plus intrinsèquement motivé à changer. Mais reste que quelqu'un qui veut juste faire grossir ses bras
pourrait potentiellement être aussi motivé que l'autre. C'est juste que faut que tu saches, est-ce que tu veux vraiment faire ce changement-là? Est-ce que tu es vraiment prête à faire ce que ça prend pour faire ce changement-là? Puis c'est pas mêlant, moi c'est souvent comme ça que j'essaie d'aborder les gens, c'est est-ce que tu sais qu'est-ce que ça prend pour arriver là? Puis est-ce que tu voudrais le faire? Est-ce que tu veux vraiment le faire? Est-ce que tu veux faire les actions pour aller là, sinon change d'objectif? Tu sais, c'est comme, mettons moi, j'aimerais ça avoir un corps de bodybuilder non naturel. J'aimerais vraiment ça. C'est une esthétique que j'aime, je vais être 100% honnête. Mais je ne suis pas prêt à faire ce que ça prend. Puis là, je parle pas juste des stéroïdes, je parle de diète tout le temps dormir mon 8h30, tout le temps être sharp sur tout. Je ne suis pas prêt à faire ça actuellement parce que j'ai d'autres priorités. Donc, c'est juste de changer un petit peu son mindset par rapport à son objectif. Bref, je m'en vais loin avec ça, mais on comprend. Mais c'est vraiment ça. Puis quand on a un objectif, ça devient tout quand même une balance décisionnelle. Parce que oui, notre objectif, le dire à voix haute, on est le fun. OK, je vais avoir des abdos. C'est le fun. Par contre, au fur et à mesure que tu vas être confronté au processus, tu vas toujours revenir à cette même balance décisionnelle qui est est-ce que les avantages équivaut les inconvénients ou est supérieur d'une certaine manière. Et si les inconvénients sont toujours supérieurs, le fait de compter ses calories, le fait de ne pas pouvoir sortir tous les week-ends, boire avec tes chums, le fait d'avoir cette conscience-là, a beaucoup plus de désavantages que le fait de juste avoir des abdos pour être beau à la plage durant l'été, bien c'est sûr que ça va être super difficile d'adhérer à un processus de changement. Donc c'est ça qui est quand même important au niveau d'être ouvert au changement puis être prêt au changement aussi. Parce que parfois il y a des gens qu'on rencontre puis lorsqu'on leur dit « est-ce que tu es prêt à faire ces changements-là? » Ils se disent « Ah non, je suis pas encore à une bonne place en ce moment, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau de la santé mentale, que ce soit au niveau de juste du temps qui est disponible. Bref, si tu n'es pas prêt à faire les changements, ben vas-y plus petit, mais peut-être que tu n'es pas prêt d'aller dans un plus gros objectif. Ce qui m'amène à un peu un deuxième point aussi qui est important, c'est qu'une fois, OK, on est prêt au changement, on est ouvert, on est coachable, ben après, ça va être, est-ce qu'il faut être plus intense ou est-ce qu'il faut miser plus sur la constance? Ben c'est ça. Fait que ce qu'on remarque avec les clients qui ont tendance à mieux réussir, c'est que c'est des gens qui ont un mindset un petit peu plus axé sur la constance que sur l'intensité. Puis là, ce qu'on est en train de dire, pousse pas dans la salle, non, c'est pas ce genre d'intensité-là, c'est, je vais te faire un parallèle. Il y a la personne qui décide de s'entraîner 3 fois semaine parce qu'elle sait que c'est quelque chose qu'elle peut tenir sur le long terme, mais de l'autre côté, il y a quelqu'un qui décide que c'est maintenant que ça commence, c'est 7 fois semaine, je coupe l'alcool, je coupe les brocolis, non, tu gardes les brocolis, je mange plus des brocolis, je coupe tout, puis zéro sucre dans mon alimentation. Ben clairement, si on regarde ça dans un an, laquelle des deux personnes va encore continuer sa remise en forme? C'est la personne qui est allée modérément. C'est la personne qui a visé un petit peu plus la constance et non pas la personne qui a visé l'intensité. Puis, ce qui est super le fun avec ça, puis j'ai pas peur d'en parler, c'est qu'on a deux personnalités totalement différentes, moi et Simon, là-dessus. Puis Simon, c'est une bête de constance. Quand il commence quelque chose, c'est lentement mais sûrement, puis il fait les actions que ça prend, puis il reste constant, puis il se casse pas la tête. Moi, je veux toujours que ça soit rapide. Je veux tout que ce soit rapide. Je veux que tout soit fait le plus vite possible. Puis quand j'étais jeune, je m'entraînais un genre 7 fois semaine, puis même là pas trop longtemps, je faisais du 5 fois gym, 3 fois jiu-jitsu. Je veux dire, quand moi j'ai tendance à commencer quelque chose, j'y vais vraiment dedans, puis concrètement, qu'est-ce qui arrive? En ce moment, je fais plus de jiu-jitsu. Ben voilà, c'est ça le principe. C'est juste que faut que tu sois en mesure d'y aller avec ce que tu sais que tu es capable de faire. Puis la réalité, c'est qu'on sait c'est quoi qu'on va être capable de faire sur le long terme, mais on veut des résultats immédiats. Mais malheureusement, il n'y a pas de résultats immédiats. Puis si tu prends une démarche pour avoir des résultats rapides et immédiats, il y a plus de chances que dans un an, concrètement, tu sois retourné à la case départ. Fait que le mindset de la constance, d'y aller doucement, d'y aller une étape à la fois, c'est ça qui va amener des résultats parce que c'est comme ça que tu vas être en mesure d'avoir de nouvelles habitudes de vie dans ta vie en fait. Parce que ce qu'on veut, c'est développer des nouvelles habitudes de vie. Parce que concrètement, le gym, là, une fois que tu vas avoir la shape que tu veux, mettons un jour, tu découvres que tu as la shape que tu veux et tu es satisfait, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas arrêter? Ben non, tu n'arrêteras pas. Parce que tu veux la garder, cette shape-là. Fait qu'il faut que ça reste dans tes habitudes. Si tu souffres à chaque jour à t'entraîner 9 fois semaine, à chaque semaine, ben, je veux dire, je pense pas que ça va donner ce que tu veux au long terme. Bref, tout ça pour dire, j'étais tout emballé, mais je vais te laisser continuer. Ben, slow and steady wins the race. 100%, oui. Fait que ça, c'est une belle expression. Hein? Fait que ça, c'est quand même quelque chose qu'on voit qui est très vraiment présent chez les personnes qui commencent à réussir parce que justement,
ils sont capables un peu de modérer un peu l'inconfort aussi qu'ils vivent pour avoir un résultat qui va être beaucoup plus optimal plus tard. Parce que souvent, on a l'impression que pour mériter un résultat, il faut qu'on vive beaucoup d'inconfort. Puis ça, c'est un peu dans le mindset, là, je veux tout ou rien. Là. Fait que, écoute, si je veux perdre mon 20 livres, je vais tout me restreindre, je vais arrêter de boire de l'alcool, je vais tout faire, je vais vivre dans ma petite bulle pendant 3-4 mois. Puis là, ça va être un inconfort qui est extrême, puis tu vas dire « Hey, je l'ai mérité de perdre mon 20 livres ». Par contre, tu n'auras pas eu le temps d'avoir des habitudes, tu auras détesté probablement le processus. Une chose que j'aime faire réaliser aussi, c'est que même si tu veux aller vite, ça va pas si vite que ça. Non. Tu auras beau faire toutes les actions que tu veux, tu ne seras pas capable d'aller à un énorme déficit calorique pour perdre du gras rapidement. Fait que la norme, en général, on dit qu'on veut perdre 1 livre là, par semaine. C'est la norme. On parle d'un déficit calorique d'environ 500 calories. Mais la différence entre un déficit calorique de 500 calories versus un 1000 calories, pour la majorité des personnes, c'est quasiment manger 2 fois moins dans la journée. Et on s'entend que réalistement, manger 2 fois moins pendant une longue période de temps, ça va être difficile, mais ça va te prendre quand même énormément de temps perdre de gras. Tu ne vas pas perdre un 20 livres rapidement. Si tu le fais, mettons un 20 livres là, en 10 semaines, là, parce que tu as été toutes les semaines à perdre 2 livres, là, parce que tu as été à un déficit calorique de 1000 calories, écoute, si tu te rends en 10 semaines, chapeau, parce que c'est extrêmement difficile. Et après, quand tu vas recommencer à manger normal, ben là, il faudra que tu réapprennes à manger 2 fois plus. Ouais. Comment tu n'auras pas eu le temps d'avoir des habitudes. Donc, même si tu voulais aller énormément plus vite, le coût que ça va prendre et la durée de temps, ce sera vraiment pas worth it à la base. Puis je comprends que c'est contre-intuitif, puis moi aussi même, tu sais, je veux dire, ça fait pas trop longtemps que je suis revenu de voyage, puis étant dans la mentalité tout ou rien, moi quand j'étais en voyage, ben c'était rien. Donc je me suis pas entraîné beaucoup, je mangeais pas mal ce que je voulais quand je voulais. Donc concrètement, il y a eu des répercussions sur mon corps. Ça va de soi, je suis parti quand même 3 semaines. Mais reste que quand je suis revenu, là, j'étais prête à tout faire, mais encore une fois, j'étais prête à genre tout couper, puis là, je devais essayer de penser à ça, puis de travailler à dire, OK, non, faut juste que je suive mon plan de match, lentement, mais sûrement. Mais c'est sûr que ça a fait en sorte que pendant 3 semaines, j'ai gardé cet inconfort-là de ne pas être satisfait de ce que j'ai fait en voyage, mais ultimement, même après 3 semaines, je suis encore en train de suivre le plan de match et c'est ce qui fait que ça fonctionne. C'est vraiment ça, tu sais. Ouais. Puis, je vais vous donner un peu des mises en situation qui vont mettre en relation, mettons, les différences entre quelqu'un qui a un mindset tout ou rien versus quelqu'un qui a un mindset beaucoup plus résilient et flexible. Il me pointe, là, mais je m'améliore, là. En fait, c'était vraiment pas l'intention, il s'est juste senti visé par lui-même. Fait qu'il y a quand même des situations qui sont très caractéristiques qu'on voit, là. Puis même avec nos membres, là, on en vit à tous les jours, là. Fait qu'il y a des personnes qui, mettons quelqu'un qui a le mindset tout ou rien, si cette semaine, il n'y a pas plus que 2 heures pour s'entraîner, mais il est censé s'entraîner 4 fois. Mais son réflexe, ça va souvent être, OK, ben je vais pas m'entraîner du tout, cette semaine, j'ai pas le temps, je vais me concentrer sur autre chose, ma nutrition, par exemple. Tandis que quelqu'un qui va avoir un mindset beaucoup plus résilient, ben il va se poser la question, puis il va se dire, OK, mais est-ce que ça vaut la peine que je m'entraîne 2 fois au lieu de 4? Puis il va se dire, mais certainement, j'aurais fait 2 entraînements cette semaine, mais au moins, j'aurais continué à faire mes actions au niveau de l'alimentation qui sont adaptées. On a une autre manière qu'on peut voir aussi le mindset tout ou rien, c'est lorsque quelqu'un dit « Ah, cette semaine, c'est pas une bonne semaine, j'ai trop de stress, j'ai trop de travail, je vais commencer lundi prochain. » Ça aussi, c'est une forme de mindset tout ou rien parce que rien t'aurait empêché, par exemple, de décider de réduire la quantité de chips que tu manges le soir et non attendre le lundi suivant. Quelqu'un qui va être plus résilient, il va se dire justement « OK, ben je vais intégrer de la protéine à mon déjeuner pour les 3 prochains jours. Comme ça, je vais travailler sur ajouter des protéines dans mon apport quotidien. » Est-ce que tu as d'autres exemples de mindset tout ou rien? Ben ça ressemble vraiment à ça. Puis tu sais, je veux dire, l'idée c'est que c'est tout le temps des petites actions. Tu sais, tu parlais de juste mettre des protéines dans ton apport dans ta journée. Ben juste ça peut faire une différence. Tu sais, sur ce que tu manges le soir, par exemple. Même principe. Tu sais, le premier exemple semblait super, peut-être un peu niaiseux, mais tu te dis la personne elle a décidé de faire 0 entraînement au lieu d'en faire 2 parce que tu te dis ça sert à rien tant qu'à ça. Mais ça arrive vraiment. Mais tu sais, à la fin de la semaine, il y en a un qui a quand même fait 2 entraînements, puis l'autre il en a fait 0. J'en conviens que c'était pas le 4 fois qu'on était supposé d'avoir, mais c'est 2 fois de plus que l'autre personne, là. Ouais. C'est 2 entraînements qui t'avancent
plus vers ton objectif. Fait qu'il n'y a pas de secret, puis c'est pour ça qu'il faut toujours y aller lentement. Tu sais, moi, quand j'ai tendance à rencontrer des gens, puis ils me disent « moi, je veux m'entraîner 6-7 fois semaine », je suis comme « wow. Puis là, souvent, mettons exemple, c'est un étudiant, j'ai dit « Parfait, combien de fois tu penses que tu vas t'entraîner pendant ta mi-session et ta fin de session? » Là, il me dit « Ah, ça risque d'être 2-3 fois. » Comme est-ce que c'est réaliste en ce moment, dans ce cas-là, d'y aller à 6 fois semaine, quand il y a 2-3 semaines qu'on sait déjà que tu vas t'entraîner 2 fois semaine? C'est genre, est-ce qu'on peut juste réduire, comme ça tu vas être plus satisfait que toi parce que tu vas te rapprocher évidemment de ton objectif, même quand tu vas être en mi-session? L'important, là, c'est d'être en mesure d'avoir quelque chose que tu es capable de garder sur le long terme. Puis 6-7 fois semaine, ça ne sera pas ça. Ça sera pas ça, malheureusement. Ouais. Puis ce que j'aime toujours donner en image, puis moi, c'est vraiment comme ça que je suis en tant que coach, c'est que je pose toujours la question, c'est est-ce que tu as donné ton 100% dans le contexte que tu es? Est-ce que pour toi, si tu te fais une auto-évaluation toi-même, puis tu te dis, OK, mais cette semaine, mon 100%, c'était m'entraîner 2 fois semaine parce que je devais m'occuper des enfants, ma femme était en voyage, name it, plus de stress au travail. Mais si la réponse c'est oui, parfait, on move on après. Fait que tu as donné ton 100% cette semaine-là, on va donner le 100% la semaine d'après. Parce qu'on est toujours gagnant quand on donne son 100% indépendamment du résultat qu'on obtient à la fin. Et maintenant, vu que j'ai parlé un peu d'auto-évaluation, ben, ce qui est essentiel pour faire une auto-évaluation, c'est la capacité à se faire de l'auto-surveillance. Et ça, c'est une des caractéristiques qui est vraiment les plus, pour moi, distinctive quand même au niveau des résultats que quelqu'un peut avoir, particulièrement à l'intérieur du processus. Bon, autosurveillance, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est comme du tracking. En gros, c'est la version française de tracking. Est-ce qu'on parle de tracker les nutriments? Tracker seulement les nutriments? Non. On parle d'être en mesure d'avoir un certain suivi sur un peu tout ce que tu fais. Donc, encore une fois, on ne va pas devenir fou, on ne va pas demander à quelqu'un d'écrire sur une feuille, mettons, les pas qu'il fait dans une journée à tous les jours, mais tu peux prendre le temps de regarder les pas que tu fais. Si ton objectif, c'est de 8 à 10 000, peut-être tu es en mesure d'avoir un tracking sur, OK, ben mon poids cette semaine à jeun, le samedi matin, mettons, tu te pèses à jeun, tu prends des photos à jeun chaque samedi matin, mais ça, c'est des éléments qui vont faire en sorte que tu vas avoir tendance à rester motivé. L'alimentation aussi, tu sais, le tracking, c'est pas obligé d'être compté chaque grain de riz, c'est juste d'être en mesure de, OK, ben j'ai suivi cette structure-là pas mal à la lettre selon mon plan de match, mais ça va fonctionner. Puis c'est de l'écrire quand tu le suis à la lettre aussi, puis écrire quand tu manges des extras, parce que j'en conviens que, mettons que tu as un plan de match à suivre, puis il y a des extras que tu manges, puis c'est pas dans ton plan de match, peut-être que tu vas te sentir mal de l'écrire, mais écris-le quand même, comme si on est en mesure d'expliquer pourquoi à ce moment-là, le résultat est pas comme on le voudrait, exemple. Fait que tu sais, c'est d'être en mesure d'avoir ce suivi-là, puis l'entraînement, c'est le même principe. Mettons que tu décides d'y aller, tu as une séance toute faite, mais tu n'écris jamais tes poids. Mais concrètement, il y a tellement de choses qu'on a à faire sur une semaine que c'est clair que l'exercice que tu as fait, là, une semaine et demie, tu te souviens plus le poids que tu as utilisé. Là. Fait que là, qu'est-ce qui va arriver? Mettons que tu es fatigué cette journée-là, tu vas te dire, ben, je me souviens plus, mais il me semble que une plate, ça serait le fun. Je vais faire une plate, puis je le sens bien une plate, je suis correct. Mais la semaine passée, tu avais fait une plate 25. Fait que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu es en mesure de comme défaire ta surcharge progressive juste parce que tu n'as pas eu d'autosurveillance sur ça, tu sais. Ouais. L'autosurveillance, c'est vraiment ce qui fait la différence dans les résultats. Les personnes qui ont le plus d'autosurveillance, c'est ceux qui ont aussi la capacité à s'auto-évaluer d'une certaine manière. Ouais. Si tu n'as pas de données sur lesquelles te baser, comme par exemple ton poids, ton nombre de pas par jour, les calories que tu as mangées, la quantité de protéines, tes entraînements, est-ce qu'il y a une progression, ben tu peux pas auto-évaluer puis te dire qu'est-ce que tu fais de correct ou pas correct. C'est super difficile. Fait que ce qu'on a remarqué, c'est que les gens qui sont le plus dans l'autosurveillance, qui ont une conscience de OK, c'est important que je suive une structure puis que je me surveille moi-même, ben eux, ils ont beaucoup plus de résultats que les gens qui se disent ah ben écoute, je vais y aller coup-ci, coup-ça. Environ ça, c'est ma structure, je vais essayer de le respecter. Et c'est quand même logique parce que si on fait des choses aléatoires, on a des résultats aléatoires. Parce que si on suit une structure, ben, on a plus de chances d'obtenir le résultat qui est prévu à la fin de cette structure-là. Fait que l'autosurveillance, c'est vraiment quelque chose qui est clé, qui permet un processus dynamique de changement puis d'amélioration, puis de comprendre aussi comment ton corps il fonctionne. Pourquoi est-ce que certains aliments, quand tu manges certains aliments, quand tu deviens en surplus, certaines quantités de calories, ben là tu as un gain de poids, ou quand tu manges certaines quantités de calories, ben là tu as une perte de poids, etc. C'est tous des processus qui permettent à toi d'apprendre à connaître comment ton corps fonctionne, mais aussi comment fonctionnent en général, par exemple, les calories. Comment tu vois que tes charges
l'image aussi progresse. Parce que souvent, on a tendance à être obsédé par une seule forme d'autosurveillance, puis c'est le poids. Oui, c'est la seule chose. Tandis qu'il y a tellement de manières de voir du progrès. Si on a une augmentation des charges qui est progressive, ben on a un gain en force. Hey, c'est le fun. On a aussi, si avant tu t'entraînais juste 2 fois par semaine, puis là on est rendu à 4 fois par semaine, mais ton poids il restait le même, on a une forme de progrès aussi. Bref, ça nous permet voir le big picture, puis pas juste comme le micro qui est comme juste le poids. Ouais, puis ça c'est quelque chose de super important aussi. On parle de tracking. Est-ce que tu dois tout tracker ça si tu sens que pour toi, mettons, c'est un sujet chaud, le poids? Ben honnêtement, non. Il y a plein d'autres métriques que tu peux avoir. Ça peut juste être comment tu te sens dans tes jeans, ce genre d'affaires-là en perte de poids. Ça peut être le visuel, ça peut être justement des photos de progrès, ce genre d'affaires-là. Fait que t'as pas besoin... On n'est pas en train de dire c'est important que tu traques ton poids et tu te pèses à tous les jours. Au contraire, non. Mais c'est d'être en mesure de tracker les actions que tu fais pour être en mesure de prédire un résultat. Parce que comme Simon l'a dit, puis honnêtement, je pense que ça résume pas mal tout. Là. Quand tu fais n'importe quoi, tu as aussi des résultats qui sont n'importe quoi. Là, ouais. Ça. Puis dernier point là-dessus sur l'autosurveillance, c'est que c'est une compétence qui se développe. C'est pas quelque chose qui est acquis au début de se surveiller, c'est inconfortable. C'est quelque chose qui un peu nous met on the spot d'une certaine manière. Mais c'est quelque chose aussi qui va vous aider au long terme. Parce que même si vous atteignez votre objectif de poids, que vous atteignez le physique que vous voulez, ben, avoir développé cette compétence là de s'auto-surveiller, si jamais dans le futur vous avez un autre gain en poids, vous avez un objectif encore plus intense que vous voulez aller chercher, vous allez avoir les outils, vous allez savoir comment le faire parce que vous êtes déjà auto-surveillé, auto-évalué et par la suite vous avez trouvé des solutions par rapport à ça. C'est super challengeant, mais en même temps, ça te fait réaliser des choses. Je parle aussi par expérience, c'est quelque chose que je fais depuis un bout maintenant, l'autosurveillance, mais avant je le faisais pas. Puis je me disais, pourtant, mettons, j'arrive pas à descendre mon pourcentage de gras, mais je fais super attention. Puis là, après, moi, j'avais juste besoin d'aller regarder pas mal dans mon application, mettons, de banque. Puis là, je voyais que j'avais dépensé comme juste 3 fois cette semaine en Uber Eats ou en resto. Puis j'étais comme, je n'avais pas pensé à ça, mais finalement, peut-être que je faisais attention quand je mangeais pas au resto, mais j'ai quand même eu 3 restos que j'ai comme pas compté, puis que j'ai fait exprès de pas compter, parce que concrètement, je savais là, ce que je faisais. Je savais que ça allait pas être pour mon objectif, mais c'est comme si ton cerveau a tendance à oublier les choses que tu veux oublier, là. Fait que ça va te permettre de prendre conscience un petit peu que peut-être que même si tu sens que tu donnes tous tes efforts, peut-être qu'il y a des choses qui sont encore des obstacles que tu te mets toi-même que tu peux enrayer. Ouais. Puis l'autosurveillance aussi, ce n'est pas de l'obsessivité. Il y a quand même une distinction entre les deux, dans le sens que l'autosurveillance au début c'est inconfortable, ça peut quand même avoir un impact sur les actions qu'on fait. Par contre, si on sent que ça a un impact mental qui est majeur, que ça régit toutes les décisions du quotidien, ben là c'est que ça devient plus de l'autosurveillance, ça devient juste de l'obsessivité. Fait que là, il faut faire attention parce que on peut arriver dans l'autre balance. C'est une question aussi d'équilibre. Moi, je vais être plus proche de l'obsessivité que Jérémy là-dessus. Par exemple, comme moi, mettons, je compte combien je dors de sommeil, combien d'eau je bois, combien de calories est-ce que je mange partout. Fait que moi, ça peut prendre plus de place dans les décisions que j'ai dans mon quotidien, mettons. Fait qu'il faut faire attention, ça aussi, de ne pas aller vers ce penchant-là quand on s'auto-surveille. Se surveiller, ça ne veut pas dire se flageller tout le temps ou se punir. C'est à peu près ça, les 3 caractéristiques qu'on voit le plus souvent chez les personnes qui réussissent leur transformation physique. Fait qu'on parle déjà d'une personne qui est ouverte d'esprit, qui est prêt au changement. Par la suite, quelqu'un qui est plus vers la constance et qui comprend aussi l'importance d'être constant versus l'intensité. Et finalement, quelqu'un qui est ouvert à développer sa capacité d'autosurveillance et d'une certaine manière d'avoir ses propres solutions par rapport à ses actions, bien, ces types de personnes-là vont avoir tendance à avoir beaucoup plus de résultats. Je me répète, je l'ai dit tantôt, mais sachez que chacune de ces choses-là, on l'a tous à différents degrés et que c'est des choses qui se développent aussi. Ça se développe avec la curiosité, avec la pratique, avec des situations. Mais bref, on n'est pas tous comme ça en partant, mais il faut être ouvert à apprendre ces nouvelles compétences-là et à changer. Sur ce, ça fait le tour de notre épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a été super utile. Si vous voulez nous écrire, vous pouvez toujours nous écrire sur Instagram. Vous pouvez écrire directement à Coach J sur coachj.kindvl et à moi-même à coachsim.kindvl. Et sur ce, on se voit lundi prochain.